il veut retrouver l'hegeliano-marxisme, sa logique, même sous une forme négative, dans ce qu'il dit, ce qui fera d'ailleurs la difficulté de son rapport avec Benjamin, et le fait que Benjamin sera toujours, qui lui aussi se veut de ce bord, de cette orientation, mais il sera rétif, si l'on peut dire, rebelle, il ruera dans les brancards un peu d'Adorno et de son groupe, à cause de cela, justement. Il a une nouvelle conceptualisation qui est, par lui, pas tout à fait conceptualisée, justement, puisque c'est précisément une conceptualisation qui est en dehors de la conceptualisation, en dehors de la logique hegeliano-marxiste. Ce qui fait son originalité, d'ailleurs, à mon sens. Enfin, et on ne va pas discuter là-dessus, c'était juste une incidence que je voulais noter pour situer un petit peu leurs différentes positions. Et alors, puisque j'y suis, j'introduis quand même, avec l'expression, cette idée tout à fait fondamentale que l'expression peut bien être appelée subjective, mais elle n'est pas subjective venant, si l'on peut dire, de la part du sujet. Elle vient subjective de la part de l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle est ce que l'on pourrait appeler la subjectivité de l'œuvre. La subjectivité du support, de la subjectivité de l'œuvre d'art en tant qu'œuvre existant de la même façon que c'est la subjectivité de l'objet, dans la mesure où, par exemple, il y a un moment, ce que je fais circuler là sur les mystiques dans l'art californien, il y a une subjectivité et une expressivité du paysage auquel se sont intéressés essentiellement les nabis de Pont-Aven, mais en même temps qui se trouvent aussi dans les Nordiques qui se sont intéressés, comme Strindberg et autres, ou les Suisses, Holder, etc., les montagnes suisses, la mer, etc., qui a en elle-même une expressivité. C'est Ruyère qui a mis ça en évidence dans son article qui s'appelle L'expressivité, que je vous avais cité, qui est un article très, très fondamental en ce sens, à mon avis, dont les exemples ne sont pas très modernes, mais dont l'idée de cette subjectivité dans les choses est tout à fait fondamentale pour la pensée de Deleuze ou la pensée de Guattari, dans son article que je te cite aussi qui est paru dans Chimère, qui s'appelle l'an 01 des machines désirantes, dans lesquelles il établit la différence très intéressante entre expression et signification, puisque l'article repose tout entier là-dessus, sur la différence entre expression et signification. C'était la seule remarque que je mais je te rends la parole. Mais je pense qu'il faut passer à l'idée non pas d'une objectivité de l'expression, mais d'une subjectivité de l'expressivité de la chose, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'est plus complexe. Donc la différence, l'expression est ce en quoi la différence entre sujet et objet s'abolit et n'est plus pertinente. On ne peut plus parler d'une dialectique sujet-objet, ça devient une sorte de formulation imparfaite, un peu comme tout ce qu'a écrit Bruyère, d'ailleurs, tout ce qu'a écrit la philosophie de Bruyère, qui a une très grande influence sur la pensée de Deleuze, est un peu là-dessus, d'ailleurs, que ce soit sur les paradoxes de l'intelligence, du cerveau, etc., où on ne peut plus séparer la pensée du cerveau,
de la même façon que la Nucor, donc ce n'est plus du tout le même type de fonctionnement. Et c'est dans ce domaine, ça contraint à une modification, si tu veux, conceptuelle et logique très importante, un peu comme Deleuze parle de la modification de l'image de la pensée. Voilà, donc j'ai juste essayé de, à partir d'une notion qui est commune à différentes disciplines, qui est présente au cours de très nombreux siècles, donc mon ambition ça a été d'essayer de revenir sur le terme, de voir comment on peut prolonger son sens à tel endroit, ou comment il y a possibilité de passage de l'un à l'autre. Donc la notion est complexe, mais je tiens à la maintenir, du moins parce que pour un musicien elle fait sens. Et donc il ne s'agissait pas ici de dire ce qu'il en était de l'expression. Pour l'heure, j'estime le plus fructueux d'essayer de pointer comment on peut questionner la notion. C'est toujours la question pas tant de la teneur de ce qu'on pense, mais de la formulation d'une question qui soit une vraie question. Alors, ça aurait été un petit peu plus évident de m'atteler strictement à des auteurs qui ont traité de la musique. Mais justement, en ambitionnant de traiter un petit peu de peinture, etc., qui n'est pas tant mon domaine que la musique. Donc j'espère que ça aura au moins pu vous donner quelques notions ou quelques idées d'auteurs à fréquenter. Et je vous remercie d'avance si vous avez des questions qui me permettraient, quant à moi, d'approfondir ma compréhension de la notion. Ah bon, eh bien, nous t'applaudissons. En passant aux questions, alors, je n'interviens pas moi-même tout de suite, puisque j'ai indiqué un peu le sens de mon intervention, mais il vaut mieux que ça soit vous-même qui vous adressiez à Anne, et que toi qui reçoives les questions que l'on se posera. Allez-y alors. Lancez-vous dans le... Non, moi je me décide. Ah, voilà. Vous pouvez revenir sur ce dont vous avez parlé au début Non, si, c'est bon. de l'expression que vous avez retenue à René Chérard. Ouais, la citation. Moi, vous pouvez développer un peu plus. Eh bien, en fait, c'était en guise d'entrée en matière, de mise en bouche. J'emprunte à René Chérard l'idée qu'il y ait, je le cite, des signes sans signification, des expressivités errantes qui donnent sens au monde et à la vie, sans vouloir dire autre chose qu'elles-mêmes. C'était en fait une manière de créer dans la forme... Remarque, signe sans signification, c'est signe au bédaïtion qui est de Hölderlin. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'avais repris cette expression qu'elle m'avait plu, donc c'était ça. Je le reprends en mon compte, d'ailleurs, signe sans signification, c'est ça. C'était pour créer aussi, dans la composition de l'exposé, et toute proportion gardée, tu vois, comme quand dans Anna Karénine, la première page, je ne raconte pas, enfin, il se passe telle chose. Et telle chose qui est juste le signe de ce qui sera développé par la suite et qui arrivera effectivement. C'est simplement l'idée, tu vois, quand je dis sans vouloir dire autre chose qu'elle-même, il le dit dans une autre sphère que celle qui m'a préoccupé dans la présentation, mais c'était déjà faire une sorte d'appel à ce qu'elle est dit par la suite, que d'un sens qui n'est pas à rechercher en dehors de ce que l'œuvre donne à voir. C'est-à-dire c'est une forme de probité de chercher à appréhender l'œuvre pour elle-même, c'est-à-dire en faisant abstraction de tous les effets de sens qui sont déjà donnés par la connaissance que tu as de l'histoire de l'art ou du lieu
plus ou moins prestigieux dans lesquels elles sont présentées, etc. Donc, c'est faire en sorte que l'œuvre ne renvoie pas à autre chose qu'elle-même, donc créer ce moment de contemplation où c'est que dans ce qu'il vient de parler, ce moment où la différence entre sujet et objet s'abolit, ça sous-entend une forme d'ascèse. Mais ça sous-entend aussi, dans ce dispositif entre toi et l'œuvre, de faire abstraction de ce à quoi on pense que l'œuvre renvoie. Donc comme il y a une critique de la signification dans ce que je fais pour préserver la sphère du sens, je trouve que sa phrase, en fait, elle amenait ça d'une manière poétique, même s'il ne l'a pas dit dans un contexte qui est celui de... Mais tu as cité Merleau-Ponty, ça se trouve également beaucoup dans tout ce qu'a écrit Merleau-Ponty sur la peinture. En particulier, on en avait parlé un tout petit peu par allusion relativement à Cézanne, lorsqu'il parle de la peinture et du fait que l'espace de la peinture n'est pas du tout un espace objectif qui serait celui de la géométrie ou des objets ustensiles ordinaires. C'est un espace qui effectivement a en lui-même son existence propre, mais qui n'est pas qui n'est absolument pas descriptible d'une autre manière, c'est ça. Donc ce sont ces signes-là qu'il s'agit de rendre, qu'il s'agit de saisir, et que le peintre va exprimer, comme par exemple, puisqu'il s'agissait de Cézanne, ou Van Gogh également, dont on avait parlé, que vous voyez également dans ses peintures, où il fait un paysage dans lequel il y a des signes, puisque toutes ces torsions, ces coups de pinceau de Van Gogh, tout cela, il appartient d'ailleurs à un certain moment plus ou moins au nabis lui-même aussi, et il y a aussi chez Van Gogh un peu, dans son origine, d'ailleurs de pasteur protestant, il y a un petit peu de mysticisme également, dans son utopie sociale également. Donc, ces choses-là ne sont pas distinctes les unes des autres d'une façon absolument exclusive. Il n'y a donc pas, d'une part, le spectateur sujet et d'autre part, le paysage qu'il réinterpréterait. Les signes qu'il donne sont autant dans le paysage qu'en lui-même ou que sur sa toile. Enfin, c'est un petit peu ce que l'on peut rendre lorsqu'on en analyse cela. Et chez Merleau-Ponty, c'est fort bien exprimé dans Signes, justement, dans le livre qu'il a écrit, mais également dans L'œil et l'esprit davantage, mais dans Signes, même si vous vous contentez de lire ce qu'il a écrit dans Signes, vous avez largement des bases pour cette analyse, pour cette compréhension du signe tel qu'il l'entend. Ceux qui aiment les signes ou qui sont au milieu des signes, puisqu'on est dans la peinture et qu'ils ont joué un rôle très important dans la peinture contemporaine, ce sont les Japonais d'après Barthes, puisque Barthes a écrit L'Empire des signes à propos du Japon, et qui sont également en plein dans l'art contemporain de la musique, d'après ce que me dit Hans, avec Boulez, avec Stockhausen, etc. Donc il y a une très grande existence du signe dans la pensée japonaise, peut-être plus qu'en Europe ou qu'en France, bien que la disparition du signe vient en fait
de l'objectivation de l'univers, de l'industrialisation, du rapport purement instrumental. Or, les Japonais sont pourtant tout à fait à l'heure de la modernité et industrielle et autres, mais peut-être ont-ils, au XIXe siècle, tout au moins quand ils sont intervenus et qu'ils ont eu une très grande influence dans l'art d'Orient, dans l'art d'Occident, on veut dire, avec la peinture, avec Van Gogh en particulier, mais d'autres également, ou avec la musique, était-il encore l'art du théâtre également, l'art de la poésie était beaucoup moins imprimé que l'art occidental de cette transformation profonde qui a été faite de la simple perception même, quotidienne avec la pensée moderne, avec l'industrialisation et l'objectivation. Il y a Cogneret, qui est un philosophe contemporain de Bruyère d'ailleurs, qui est Alexandre Cogneret, qui est un historien de l'art, un historien de la philosophie très important, qui a écrit Du monde clos à l'univers infini, un livre très intéressant qui montre avant. Il les connaissait très bien d'ailleurs, il est plus âgé que Michel Foucault, mais enfin Foucault le connaissait très bien, et il a inauguré un petit peu ce mouvement avec Canguilhem, Cogneret, Gandillac, etc., qui ont fait un petit peu le contexte de ce qui a fait que Foucault a écrit Les mots et les choses, c'est-à-dire cette transition d'une vision du monde, si l'on peut dire, médiévale ou ancienne, à une vision du monde moderne. Donc il y a chez Cogneret, dans Du monde clos à l'univers infini, des analyses très intéressantes pour montrer avec Galilée, Descartes, ces transformations qui sont faites, y compris dans la perception quotidienne, dans la pensée quotidienne, dans la vision du monde, qui a rendu beaucoup de choses, et peut-être même cette possibilité de saisir l'univers des signes moins évidente, moins immédiate, et qui s'est reportée d'ailleurs sur l'art. C'est le peintre qui, très curieusement, au moment où cela n'existait plus dans la vie courante, qui s'est détaché un petit peu d'une vision trop courante qui devenait impropre, pour créer un langage pictural très particulier et qui a refait en quelque sorte cet univers des signes, et tel qu'on le voit dans la peinture moderne. C'est plus exactement. On parlait de la naissance de la modernité avec Manet. Oui, ce n'est pas faux. Mais là aussi, il y a une naissance de la modernité avec cette école de Nabi, de Pont-Aven et tout ça qui a introduit une autre vision avec Van Gogh, Gauguin, etc. Mais enfin, là, je ne discute pas là-dessus, c'était uniquement pour donner une indication. Je reviens à toi alors. Pour revenir à la forme des œuvres, moi ce qui m'avait frappé dans le portrait qu'avait montré Georges Bloss, l'autoportrait de Hermann Hesse, considéré comme assez faible techniquement et plastiquement, alors qu'il y avait une grande force expressive. Ça vaut aussi pour les Schoenberg, qui sont un peu plus élaborés picturalement. C'est quand même pas... donc c'est plastiquement faible ou très faible, et il y a une puissance expressive que tout le monde ressent. Une force, l'expression c'est lié aussi à une esthétique de la force.
Par contre, c'est formellement faible. Pour moi, il y a très peu de rapports. Les rapports sont désaccordés. C'est l'expressionniste tordu, c'est pas l'expressionniste plastique. Il y a quand même une grande différence entre Van Gogh et tout est juste, où l'expression est évidemment très forte, la force expressive aussi, mais tout peut se regarder dans cette intemporalité plastique qui est quand même artistique. C'est tout le problème avec les musiciens, je ne sais pas si elles accèdent à l'éternité, c'est-à-dire un art immobile, un art qui est déjà silencieux, même si la musique tend au silence peut-être aussi, comme le récit, mais cette dimension d'immobilité et d'antériorité au sens et à la signification. Pour moi, je ne distingue pas les deux. Elisa de Guerrière non plus, d'ailleurs, Martineau et Guinessa, il y a le sens quand même, on pose la signification tous, quelles que soient les écoles, parce que c'est le sens de l'être. Mais pour un peintre, non. C'est pour ça que j'attache une grande importance, bien que ce ne soit pas éloigné sans doute de Michel Dufresne, ce que propose comme réduction phénoménologique en rapport avec la peinture Roman Carton, où il essaie de traduire phénoménologiquement le regard du peintre, d'une certaine manière. Le regard du peintre qui fait abstraction de la différence entre figuration et abstraction, de représentation et d'absence de sujet, parce qu'on est dans la composition, comme tu l'évoquais. Alors, je ne sais pas si la composition relève de la totalité, je ne sais pas si le non identique et la totalité, ça crée l'ouverture que recherche Adorno, ce concept non total, enfin non identique, qui évidemment peut se retrouver peut-être chez Deleuze, chez beaucoup de gens. Non identique, bon, bien très hegélien, comme la médiation. Et donc c'est son hegélianisme qui serait un péché en l'occurrence par rapport à la question de la forme, tant plus qu'il n'introduit pas la plastique. Donc il garde le mot de forme, mais comme il n'interroge pas la plastique. Et alors cette notion de plastique, à laquelle j'attache vraiment grande importance, elle a été lieu de débat et d'exposé chez Mondrian, chez un certain nombre de peintres, pas chez tous effectivement. Mais on peut voir quand même une certaine différence entre un art qui offrirait un sens, y compris Gauguin peut-être, et donc chez les navistes, évidemment, parce que ça fait prophète, et on voit bien la différence qu'il y a entre Vuillard et puis Bonnard d'un côté, et puis justement Maurice Denis qui se réclame en son temps d'athéisme, de texte relatif, d'une pure visualité, donc peinture, enfin un tableau n'est pas un chat de bataille et un nu est un manteau d'ensemble de rapport. Mais c'est pas un rapport d'ailleurs qui pose comme objet. Je croyais que tu allais parler d'ailleurs de néo-anciens, Barthes. Parce que, est-ce que la sensation est l'objet esthétique? La question de la forme, c'est la question de l'objet esthétique. Je ne suis pas sûr que la couleur, je suis pas sûr que ce soit pictural en soi. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur picturale? Qu'est-ce que c'est qu'une sensation artistique? La sensation, c'est pas artistique en soi. Et je pose d'autant plus la question que les musiciens ont beau jeu de par l'expression et de leur lien avec la littérature, n'ont jamais terminé en question comme la peinture l'a été. C'est-à-dire que les musiciens ont gardé quand même une maîtrise de la substance sensible artistique, qui s'appelle dans son enseignement le conservatoire, et tout le corpus musical qui s'enseigne rigoureusement. Or, la révolution expressive et sémantique, j'appellerais expressive, et hyper-littéraire aussi, ça vient aussi de la littérature et du mode d'appréciation littéraire, qui a eu lieu dans l'espace des arts plastiques, et en particulier chez Duchamp, le dadaïsme et tout ce qui m'a suivi, c'est bien sûr dans les arts plastiques ça s'est produit. Dans aucun autre art. Et donc la peinture n'a pas pu conserver, n'a pratiquement jamais conservé d'ailleurs, un enseignement plus universel, avec des styles abordés dans l'universalité de la composition, de leur agencement sensible, mais au contraire, on a toujours un enseignement qui n'était qu'une empreinte stylistique. On était fait les beaux-arts, j'ai connu l'Académie abstraite par exemple, une maticienne. Il ne fallait pas sortir du mur en fresque, il ne fallait pas trouver le mur. C'est une sorte de dogme là, de Laplat. Je parlais de dictature de Laplat, d'ailleurs j'ai mis un lieu commun pour expliquer Cézanne, pour expliquer je ne sais quoi, alors que c'est le vieil Laplat, hein, c'est la planité chez... Enfin, on en parlera, mais c'était le problème du formaliste de Clément Rydberg, mais qui est revenu d'ailleurs sur sa position à la fin, dans le dialogue avec Thierry Lemus, ce que j'avais évoqué ici. Et donc, parce que j'évoquais Souriau, effectivement, par des sensibiliats pour définir justement ce qui est propre à chacun et faire une correspondance avec une rosace. Effectivement, il faudrait faire un exposé des grandes esthétiques ambitieuses et qui sont quand même formelles et sensibles à la fois. Eh bien, ces grandes esthétiques ne proposent pas un objet, là, en l'occurrence ici, c'est toujours le sens lui-même. L'esthétique sensorielle, elle pêche par son défaut artistique dans sa définition, selon moi, parce que c'est le rapport plastique qui fait la peinture. C'est pas tellement un rapport immédiatement harmonieux, qu'il l'est ou qu'il l'est pas, mais c'est un rapport à l'équilibre, ce que parle sans arrêt Mondrian, y compris Matisse d'ailleurs. C'est pas d'expression, il parle de vie évidemment un petit peu, mais je suis frappé de voir que je poursuis par-dessus tout, c'est l'expression. Quelquefois, on m'a concédé une certaine science, en déclarant que mon ambition était bornée, n'allait pas au-delà de la situation d'ordre purement visuel que pour procurer la vie d'un tableau. Il y a toujours ce péché du purement visuel, donc de l'art pour l'art, peut-être pour
pour Adorno, mais bon, c'est un sociologisant Adorno, donc c'est pas. Mais la pensée d'un peintre ne doit pas être considérée en dehors de ses moyens, car elle ne vaut qu'autant qu'elle est servie par des moyens qui doivent être d'autant plus complets, et par complet, je n'entends pas compliqué que sa pensée est plus profonde. Je ne vais pas distinguer entre le sentiment que j'ai de la vie et la façon dont je la traduis. Quand la vie, évidemment, on a basculé encore, mais je ne sais pas s'il le dit ailleurs, c'est la force d'expansion, Michel, avec le dessin, c'est la composition. La composition qui doit viser à l'expression se modifie avec la surface à couvrir. Donc c'est la mise en place, ce qu'on appelle la mise en place de la peinture, c'est une composition intense, un niveau de, on peut appeler ça champ plastique, champ perceptif, hein, parce qu'il y a un champ musical, une audition, mais l'expression, en tout cas pour Matisse, c'est simplement le stade accompli de la force sensible qui communique un agencement des éléments plastiques selon des fonctions organisées. Lui, il l'emploie, mais il l'emploie en sachant qu'il l'a écrit, ça a été traduit avant que l'expressionniste Ito Sensu existe en Allemagne. C'est un texte qui a été traduit en Allemagne, je crois. On a découvert ces tableaux, l'expression allemande n'existait pas, donc c'était en tant que fauviste qu'il écrivait ça. C'est cinématique de l'époque fauve, hein. Donc avant, fauve, bon, on a montré aussi, mais donc où la couleur et la ligne sont expressives, oui, mais comme une sorte de visualité quand même. C'était bien post-impressionniste en l'occurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était rétinien. Ça veut dire que ce qui s'exprimait, c'était l'œuvre. Alors, on peut changer de terme. Moi, on ne préfère pas du tout Kandinsky pour ces raisons-là. Enfin, il parle de nécessité intérieure. Je ne sais pas s'il parle d'expression, autant dire. Mais nécessité intérieure, ça veut dire quoi? C'est justement nécessité intérieure propre aux éléments. Donc, c'est le regard de l'artiste dans son œuvre, ou ce qu'il sortira à travers son œuvre et l'exercice de son faire artistique, de sa pratique picturale, en l'occurrence. Et puis, c'est aussi un accord avec la société ou les valeurs de la société. Donc, deuxième nécessité intérieure. Il y a distingue de la première, tout à fait raison. Ou la deuxième, la troisième, puisqu'il parle de la nécessité psychologique. Donc, affective, sentimentale. Pas la même. Poétique, mais pas du tout la même. Les trois doivent se conjuguer. Moi, je me sers du sens. Qui est en dehors du sens? C'est comme la vie, le sens, le sentiment, qui est en dehors de sa personne, de devenir le mouvement. Seulement, c'est aussi ce qui permet de sortir de la peinture et de la condamner. Dans l'art contemporain, qui est quand même un problème spécifiquement contemporain pour le coup, est lié à l'histoire des arts plastiques et des formes, dans la mesure où cette révolution qui est à contre-pied à l'artistique, hein, l'anarchisme, enfin, de Duchamp, c'est un contre-pied qu'on ne trouve pas dans les autres arts. Et ça ne fait pas question. Ça ne fait pas question, ces renversements-là. Ce qui fait que dans l'enseignement dit des arts plastiques, la peinture, chez les pas secondés d'une théorie, elle est souvent alignée, il y a très peu de pratiques picturales, le discours est omniprésent, la référence reste duchampienne, dans les trois cas. Ça, on ne peut pas sans musique, évidemment, c'est impensable. Et ici même, ce qu'on appelle art plastique, c'est ça. Il n'y avait pas de pratique quand ça a été créé. C'est donc une création philosophique anti-picturale, à un certain niveau. Et littéraire, foncièrement anti-picturale, au sens où Villon n'appréciait pas ce que faisait son frère, Duchamp, à ce niveau-là. Mais c'était pas grave, il est mort avant. On connaissait un Duchamp totalement éclipsé par la peinture des années 50. Donc, ce clivage-là qui s'est maintenu, bon, qui vit chez Matisse, je ne crois pas que Matisse s'est absolument intéressé à Duchamp. Alors Duchamp, pour moi, permet de poser problème, puisqu'il oppose bien peinture et littérature. Donc pour moi, l'expression relève plus de la littérature que de la peinture, et de la musique peut-être, mais la musique, c'est pas grave, son formalisme itinérant, je dirais, elle est conservée, c'est pas vraiment un problème. On peut se permettre de frayer avec la littérature. Tu as dit pour moi, l'expression est... Il dit beaucoup de choses. C'est moi qui n'ai pas entendu. Oui, je mettrais plutôt l'expression du côté de la poésie, de la littérature, du sens, c'est ça, tu dis la du mouvement, de la vie, du mouvement de la vie. Ce que veut dire, c'est que l'expression n'est pas du tout, n'est pas unique, elle est du côté de la littérature et du sens, oui, mais elle n'est pas, elle est dans l'art, justement, l'expression est le moyen de l'art, l'expression n'est pas l'expression. Prenons comme Matisse, c'est Matisse qui, justement, a peut-être le premier, je crois, utilisé cette expression. C'est pas Céline Ami, c'est lui qui a utilisé l'expression. Ah, c'est Matisse, là? Oui. C'est avant même l'expression allemand, c'est ça. Et il en parle d'une certaine manière. Entendu, mais comme j'ai mal entendu. C'est le contraire de Reader, hein. C'est le contraire de Reader. C'est un problème de lecture pour y aller. Il faut bien que c'est pas séparable de la composition, c'est d'accord. Mais c'est séparable des femmes nues, en l'occurrence. Il faut distinguer pas de la composition. Voilà. Donc cette expression est du côté de la femme nue. Non, de la composition de la femme nue. Alors, il y a l'expression de la composition, il y a l'expression
d'une réalité éventuellement, mais surtout de la psychologie et de la sociologie. Si on peut au moins séparer 3 niveaux de nécessité intérieure, comme le pensait Kandinsky, il est très clair là-dessus. Nécessité intérieure propre aux éléments de la forme artistique, donc nécessité propre au tableau. Un artiste est guidé par cette nécessité-là, quand il met en place, etc. C'est ce qu'on doit ressentir. Une nécessité dans le moindre détail. Non arbitraire artistique, d'harmonie, quelque chose qui s'impose. Et où toutes les forces de la vie peuvent passer parce que ça a été organisé quand même comme ça, comme une volonté d'art. Ça n'empêche pas d'être guidé par un fantasme, une préférence. Moi j'ai mes thèmes de prédilection, personne n'est en dehors de la vie, mais c'est que la vie est un moyen, jamais une fin pour un artiste. C'est la forme qui prime, de même le devenir au mouvement qui est en dehors de ça. Et quand on met le mouvement en avant, on quitte la peinture, ça n'arrête pas, c'est futuriste. Et c'est pour justifier des arts qui ont l'objet du mouvement. Cinéma, danse, etc. La peinture, rien à voir avec ça, en un premier temps. Ce qu'on appelle le mouvement en peinture, c'est le dynamisme de la composition. On a joué là-dessus pour sortir de manière anti-artistique et pour créer en même temps un lien, une sorte de filiation, à mon sens un peu indue, entre peinture pure et puis, enfin, qui compte aussi bien le repart que on est d'accord, mais il y a une compréhension picturale du terme de mouvement. Après, qui permet un passage pour en sortir. C'est le moment de la composition, mais c'est pas... Mais c'est ce qu'on dit. Pareil pour l'expression. Dès lors qu'il y a un rapport formel, il y a un rapport d'expression, il n'y a pas de rapport qui ne soit pas expressif. Oui, c'est ça. Moi, je me passe du terme. Tu te passes du terme, très bien, mais Matisse, non. Non, il en parle au début comme ça. Voilà, oui, non, mais d'accord. Oui, ça pose, après, c'est vrai que ça pose la question de la manière dont les artistes s'expriment. C'est pas du mot. Donc, plus l'emploi, on voit qu'il utilise, oui, pas. Et donc il faut quand même à ce moment-là présenter l'ensemble des écrits d'artistes que j'ai fait, moi, dans une intervention auquel je vous renvoie. Il faut prendre tous les écrits d'artistes modernes ou non modernes. Donc là, on regarde qui emploie le mot expression, comment et quoi. Ensuite, les philosophes, effectivement, et les littéraires, et chaque art. Quand on prend appareil expression, on a partir de composition. Vos compositions, comme ça envoie à Quintilien, on m'a fait le coup, moi. Ça permet à certains historiens, comme, comment il s'appelle, Braxhall, je crois, spécialiste de la rhétorique, de dire que les images de la Renaissance sont vraiment dominées par la rhétorique. Et Alberti parle de composition et d'historia. Donc, en fin de compte, c'est l'histoire, c'est le récit, c'est l'expression. Mais là, je compte les interprétations faites des notions, mais on peut les maintenir du simple fait qu'on souhaite les maintenir. Oui. Et pas les faire nécessairement mentir. Je voudrais. Mais quand ici, on n'emploie pas le mot. On a quelque chose. Moi, j'entends pas ça. Cette discussion m'empêche complètement de saisir de quoi il est question. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais tirer au clair une position. J'ai l'impression que Thierry, ta position, c'est que tu n'admettrais pas, puisque c'est la question d'expression. L'expression que a présentée Hans à travers son exposé, qui est également très présente dans d'autres philosophies. On voit que chez Deleuze ou Guattari donne une très grande place à la notion d'expression. J'ai pas mentionné Bruyère également, car tous ces gens-là donnent une très grande place à l'expression. Tout un mouvement dans l'art, avec Kandinsky, justement, avec Matisse, justement, avec Lénabi, ont donné une grande place à l'expression, puisque peut-être il y en a peut-être que les cubistes n'ont pas été amenés à donner à l'idée d'expression une place, encore que on n'en sait rien qu'il faudrait voir. Mais j'ai l'impression que tu dis que l'expression, voilà ce que je voulais tirer au clair sur la pensée. Je ne sais pas si je me trompe, j'ai l'impression que tu dis que l'expression est une notion littéraire et que ce n'est pas une notion artistique. Oui ou non? Artistique au sens des arts plastiques. Au sens des arts plastiques. On peut se passer de la notion, oui. En art plastique, on peut se passer de la notion, bien sûr. Non, mais ta position à toi, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que tu veux dire, parce que ça se défend, on pourrait dire, on dit qu'il y a des expressions dans un tableau, c'est que c'est une conception littéraire du tableau. On ajoute, c'est quelque chose qui est subjectivement ajouté par le commentateur. C'est un peu ton idée, non? Moi je pose forme et sens. Je pose forme plastique et sens.
J'oppose forme plastique et sens. Quand je vois un rapport plastique, je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais justement, il dit l'expression n'est pas une signification. Donc l'expression, si je pense, d'autre. Ça dépend, justement, distinguer de manière charitable, comment dire, en pragmatique, les trois sens d'expression éventuellement qu'on pourrait retrouver derrière la notion de nécessité intérieure chez Kandinsky. Donc il y a trois expressions en l'occurrence. Il y a l'expression de la forme. Mais là tu t'autorises de Kandinsky, mais on peut... En gros, tu admets que le terme il a un sens spécifique à la peinture ou à la musique, mais tu regrettes qu'il ait été l'occasion d'un passage vers autre chose que la musique et la peinture. Il emploie l'expression comme synonyme de... Mais on s'en fout de qui l'employait avant. Cézanne n'emploie pas. Mais tant pis, mais qu'est-ce que tu as lu? S'il faut, c'est définir les notions et les terminologies. Si tu parles d'un langage artistique, oui, mais le langage... Est-ce qu'il est fixé ou est-ce qu'il n'est pas fixé? En musique, il est archi-fixé. La substance mais musicale est fixée. Non, mais c'est pas la même chose. Le langage qui relève du faire musical, il est fixé parce que ça relève du solfège. Mais ensuite, Beethoven, il ne s'exprime pas en termes solfégiques. Il n'y a pas de solfège en peinture déjà. Non, mais ça attend. Tant pis pour nous. En même temps, mais c'est le pas grave. fait est que tu peux décider de donner la musique m'intéresse parce qu'elle est très rigoureuse. Ce que je poursuis, c'est les Matisse, c'est bien par des moyens. Excuse-moi, j'avais pas saisi. Mais justement, tu as bien lu le passage où Matisse dit met l'expression au centre, puisqu'il dit ce que je poursuis, c'est l'expression. Donc c'est bien les moyens. L'expression est bien dans les moyens picturaux. Parce que j'entends par expression moyen, phénomène, au moins Derrida, quand il parle de présence de la signification en phénoménologie, la voie et le phénomène que tu as commenté, toi, oui. Qui est pas mal là-dedans, parce qu'il parle d'expression de la présence pleine. Donc, en fin de compte, la signification expressive par rapport à une expression indicielle, qui renvoie, qui est indicielle, donc qui empêche, qui coupe d'ailleurs l'expression. Oui, je vois, juste à un niveau plus modeste, il n'y a pas lieu de faire un saut, un tel saut de la phrase de Matisse à Derrida. Non, là, quand on parle de Deleuze pour l'expression laniste, et baroque et tout le reste. Évidemment, c'est ce qu'on disait au début. Si on parle de philo, si on parle d'art, non, mais si le on parle terme des est deux, tellement on parle vaste de la dans son acception, on disait qu'on cherchait à déterminer quel sens possible il relève dans telle ou telle sphère, et voir si ça peut avoir occasionnellement ou non des passages. Si on parle d'impressionnisme. Que le terme ait été dévoilé par 99% des gens, si moi j'ai besoin de ce terme et que je lui donne telle ou telle acception, à savoir, un rapport et nécessairement un rapport d'expression, je trouve regrettable qu'il ait été alors mésusé par une autre discipline. Mais je remarque que tu n'as pas parlé de forme. Non, parce que j'ai pas forme, tenu... l'expression a couvert la forme là. En premier lieu, parce que je ne tenais pas à parler nécessairement de forme musicale. C'est en peinture qu'on mettait des expressions ou en musique, mais puisqu'on parle de peinture momentanément, on dit un trait par exemple. C'est ce que dit Matisse, c'est un trait expressif. Bon, en effet, chez Matisse, on voit bien qu'il fait un trait expressif. Force d'expansion. C'est comme ça qu'il dessine. D'ailleurs, ou comme quand Georges Bloch, la semaine dernière, avait présenté des peintures de Hermann Hesse qui étaient intéressantes, il y avait un nu qui était fait avec un trait expressif tout à fait intéressant, qui était dans le genre, dans le style, tout au moins, de Matisse. Or, ce trait expressif, c'est bien, on ne peut pas l'appeler autrement qu'un moyen strictement pictural. Mais ce moyen strictement pictural est précisément une façon à la peinture pour s'exprimer, c'est-à-dire au dessin d'utiliser l'instrument qui lui est propre. C'est pas quelque chose de littérairement ajouté, puisque ça tient au trait. Ça tient non seulement au trait, mais ça tient précisément au geste, puisque c'est une peinture de Matisse, là, dans la danse. C'est très gestuel, à la fois dans son contenu représentatif et à la fois dans la manière, vraisemblablement, je ne l'ai jamais vu dessiner, mais on voit bien la façon dont il a utilisé cette gestualité, un peu comme Picasso d'ailleurs, qui n'a pas vu, mais on voit bien, lui on l'a vu dessiner, puisqu'il y a un film de Picasso qui le représente en train de dessiner derrière une vitre, et l'on voit que tout son trait est expressif. Donc c'est bien, on voit bien, on est bien là, à même
de saisir le geste pictural ou scriptural dans son accomplissement. Je me trompe peut-être dans ce que je dis, je veux dire, je suis en porte-à-faux parce que je m'attaque à ce que tu n'as pas dit, mais je pense que par là même, on voit bien que l'expression est dans le matériau même, et dans le matériel, le matériau en tant que matière et le matériel en tant que si l'on veut, le geste du crayon, tout cela, ce sont des éléments strictement picturaux qui n'ont rien à voir avec le discours. Ça peut bien être. Or là, tu as l'air de renvoyer cela au discours, l'expression, c'est ça. Tu as l'air de renvoyer l'expression au discours et en disant ce ne sont pas des éléments picturaux. Mais si, c'est des éléments picturaux stricts, puisque l'expression, justement, réside là-dedans. Un élément ne fait pas la peinture, ce n'est pas les éléments qui font la peinture, c'est l'accord entre les éléments. Si, en fait, l'élément, le terme, le mot que j'utilise n'est peut-être pas très juste, mais les éléments, si. Il n'y a pas de nécessité aux éléments, si on peut prendre n'importe quoi. Si, puisqu'on prend Matisse, et que tout le monde a plus ou moins présent devant les yeux des dessins de Matisse, ou la danse de Matisse, on voit bien, j'appelle ça des éléments, c'est-à-dire des instruments ou des moyens de composition, qui sont le crayon, le graphite, ou n'importe quoi qu'il utilise. Je ne parle pas de la couleur, mais qui y entre, mais enfin, en dehors, c'est plus commode de parler du trait, c'est le trait, le geste, la main fait partie du trait, le trait également est tracé par un crayon ou par un pinceau, ou par une plume, donc c'est ça. Matisse a une définition du dessin qui résout beaucoup de choses, hein, Bon, pour Matisse, le dessin, c'est la peinture avec des moyens limités. Il ne distingue pas peinture et dessin. Oui. C'est assez admirable, ça. Oui. Une définition les plus fortes que je connaisse, oui. Et dont les conséquences sont quand même assez ravageuses. Oui, mais justement, c'est bien sûr. La peinture, enfin le dessin, c'est la peinture avec des moyens limités. Oui. Donc toute la logique du trait très conceptuel, qu'on trouve d'ailleurs chez Damisch ou bien d'autres, même de l'écriture, du trait différentiel de certains dérivatifs, ça pourrait être critiqué du point de vue Matisse, cette logique-là. Parce que la différence entre écriture, c'est pas ça, c'est parce que entre écriture et peinture n'existe plus dans l'esthétique de l'expression. On ne peut plus faire la différence. C'est toute la logique du trait des Derridiens. C'est aussi la logique du trait d'un certain heideggerianisme. Le trait, c'est vraiment quelque chose. Donc de la différence. C'est la première différence qui va se marquer avant l'expression d'ailleurs. C'est ce qui sépare Derrida et Deleuze. On veut vraiment aller à leur conceptualité native. Et là, il y a... Bon, moi je choisis mes références pour penser à la peinture. De toute façon, je parle d'expérience picturale et je vois ce qui correspondrait éventuellement à cela. Étant entendu qu'il y a un désert pédagogique ou un chaos pédagogique institutionnalisé qui s'appelle les arts plastiques. Post-Duchampien, post-conceptuel, qui n'a pas d'équivalent dans les autres arts. Ce qu'on appelle l'art contemporain n'existe pas en littérature. Vous sortez tous les livres, c'est des livres bien fermés, avec un ordre de pages. Les pages ne sont pas déchirées, l'écriture se lit de gauche à droite, on respecte l'alphabet. Enfin, en musique idem, il y a beaucoup d'expérimentation, enfin, ça va pas très loin. On regarde le matériel sonore. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, les philosophes peuvent s'exprimer en art plastique, puisqu'en musique d'ailleurs. Maintenant, c'est pas très grave, je pourrais pas me plaindre, dans la mesure où il y a une popularité de la peinture au vrai sens du terme. Alors que la musique a un problème de public, que la peinture n'a pas. Alors qu'à tous les critères, elle n'a pas autant de public, c'est bien connu. Mais alors, il faudrait aussi s'entendre sur le... Ce que tu dis, ce qui te tient à cœur en première chose, c'est la plastique, mais c'est déjà... Je dis pas que c'est... maintes fois ici. Oui, non, j'entends bien, mais il faut voir... À ce moment-là, il faut comprendre par réduction à la plastique de tout rapport qui serait abstrait des rapports d'expression comme étant les seuls rapports plastiques, et plastique excluant l'idée d'expression. Or ça, c'est strictement un choix de consistance du propos. C'est un choix. Effectivement, que tu regrettes, que tu aies une compréhension informée de l'expressionnisme allemand du terme et donc que ça te gêne,
Oui, on peut s'y tenir comme on peut ne pas s'y tenir. Enfin, je veux dire, ça relève du strict choix du sens qu'on souhaite à donner au terme. Parce que stylistiquement, rien ne distingue un certain fauvisme et ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Les fauvistes ne sont pas réclamés l'expressionnisme. Mais le style, c'est pas la composition. Par contre, j'aime beaucoup ce que dit Lang dans la bouche de Mabuse. Mabuse parlant, on lui demande qu'est-ce que c'est l'expressionnisme, et Mabuse répond, c'est un jeu. Oui, mais il ne dit pas que c'est la vérité de l'expressionnisme, parce que Fritz Lang le fait dire au docteur Mabuse. Mais pourquoi il dit ça? Bah, pourquoi pas? C'est pas Fritz Lang qui... Pourquoi elle a abordé l'expression? Pourquoi elle a abordé... Oui, mais c'est pas Fritz Lang qui l'a dit en son nom, c'est Fritz Lang. Oui, mais le côté sulfureux de l'expressionniste est bien large. Bah oui, mais bon, là tu tires la chose à toi d'une manière... Lang est quand même un pied dans l'expressionnisme. Non, j'entends bien, mais c'est pas Lang qui le dit en son nom, c'est Lang qui le fait dire au docteur Mabuse, le joueur. Tu peux dire n'importe quel écrivain. Il n'empêche que dans cet espace-là, même si c'est pas Lang qui le dit, son personnage Mabuse, qui n'est pas n'importe quel personnage, je me rappelle que c'est un peintre, donc celui qui a écrit Mabuse s'est inspiré d'un peintre qui en a fait une force diabolique, qui est un joueur, et qui après sa mort, ça m'intéresse beaucoup, après sa mort, donc dans la version tardive des années 50, c'est quelqu'un qui est fou, ou même fantomatique, qui est fou, et qui écrit. Dans son délire, il écrit. Et ce qu'il écrit devient performance criminelle à l'extérieur, exécutée à la lettre. Donc c'est une écriture d'action, de mouvement, c'est parfait, c'est l'expression. Action. Donc il faut partir de Mabuse pour comprendre tout ça. Et les figures du mal, alors, les figures du mal, moi je ne confonds pas l'éthique et l'esthétique, enfin à ce moment-là, il faut poser la question du mal dans la littérature, du mal dans la peinture, qu'un type d'art presse a développé aussi. C'était effectivement la question. Donc c'était la question de fond, moi qui ai une lecture évidemment totalement mimétique de l'esthétique, mais il ne faut pas oublier Pierre Restany, pour revenir à cela, ceux qui ont vraiment validé la lecture post-picturale, post-pop-art, en tradition aussi du chant, mais considérant que Ruy-Limed, 47 degrés, au-dessus de Ruy-Limed, manifeste donc des nouveaux réalistes, il s'agit de faire en sorte que le monde soit un tableau, et donc soit aussi une sorte de Ruy-Limed permanent, en circulation complète, en composition avec le monde, et on quitte la peinture évidemment, mais en gardant le vieux mot quand même, c'est-à-dire le néo-dadaïsme garde le vieux mot, alors que les dadaïstes initiaux, bon, la peinture était beaucoup plus forte, il fallait quand même refuser le mot peinture. Moi j'aime beaucoup comparer le dadaïsme et le néo-dadaïsme, les scandides du chant. Vous deviez intervenir et vous n'êtes pas intervenu. Je vous attends depuis au moins tout à l'heure. J'attends votre intervention. Vous deviez intervenir. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voudrais poser une question par rapport à... J'ai deux questions. Comment, dans votre travail, comment vous faites la différence entre la forme et la force, et expression et expressivité? Et aussi, vous avez parlé de la singularité. Pouvez-vous préciser un peu ça? Parce que vous avez utilisé la singularité et l'identité en même temps, et je ne sais pas si ça peut coexister. Bon, expression et expressivité, ça, j'en fais pas un grand cas. À savoir, c'est un petit peu toutes les discussions qu'on avait autour du Eigenheit. C'est simplement le suffixe ité qui témoigne de la qualité d'un expressif, d'un adjectif, en l'occurrence expressif, et expression, le suffixe ion qui simplement substantive un expressif. Mais je ne cherche pas à faire de différence conceptuelle entre les deux, là, dans un premier temps, parce que ce serait, au moment où je cherche à poser des questions, ce serait tout à coup rajouter une question de fond qui semblerait peut-être pertinente, mais dont je ne vois pas pour l'instant comment je pourrais me saisir. Expressivité, c'est... Bon, donc pour l'instant, je fais simplement la différence entre la formation des suffixes. Concernant la force, j'en ai pas parlé. C'est-à-dire, la question de la force, elle est effectivement assez délicate. Elle apparaît jamais dans le champ de la musique. C'est une notion importée pour un musicien. La question de la forme, de ce qui fait tenir une forme musicale, n'est jamais assaillie par aucune force du dehors. Ou du moins, elle y résisterait. Donc, la question de la force, on peut la poser par rapport à la forme, mais alors là, vraiment, ça devient quelque chose de très personnel, qui serait personnel à vous, et qui dépendrait uniquement de la manière convaincante ou non dont vous le présenteriez. La force, je m'en tiens éloigné pour l'instant. La question de la singularité, c'est la manière dont, justement, dans cette
une volonté de non-réduction à l'identification, etc. Donc ce vocabulaire emprunté à Adorno via Hegel, etc. À savoir laisser être, ne pas réduire sous des catégories totalisantes ceux qui se présentent comme autres, ceux qui se présentent comme subtils, ceux qui se présentent comme ténus, et dont la mise en lumière est ce qui permet justement la critique des catégories globalisantes qui s'expriment donc dans l'œuvre d'art à travers ce qu'Adorno appelle les médiations. Et quand je parlais d'identité à soi-même, là c'était dans un sens second que j'accordais au mot Eigenheit, c'est-à-dire cette sphère d'appartenance, mais un sens second c'est aussi d'identité. Donc je n'ai pas fait un lien direct entre forme et identité, mais évidemment tout ça, ma seule ambition c'est d'utiliser des termes auxquels je tiens, auxquels je ne souhaite pas renoncer, et ensuite essayer de voir comment ils se distinguent et essayer de les prolonger. Donc forme, force, ce sera un questionnement qui serait le vôtre. Singularité, ça c'est le propre de la vision spécifique qu'offre une œuvre d'art, c'est bien pour ça qu'on y est attaché. Et identité, oui, dans la mesure où elle résiste à la réduction, à l'identification. Voilà. Mais encore une fois, c'est juste des essais de donner un sens et de voir jusqu'où on peut les mener et à quel moment on peut trancher entre un sens possible ou non. En tout cas, la question de la force, j'en suis encore totalement... c'est encore... Parce que moi, je suis toujours attaché à l'expression, justement, à la force. Oui, et à Nietzsche, la question de Nietzsche, la question de Nietzsche parlant d'autre chose que d'esthétique. Là, il ne parle pas d'esthétique, il parle pas de force quand il parle de musique ou de forme. Quand il parle de peinture, il parle de forme, là. Et quand il parle de peinture, il parle de forme, et c'est la montée de puissance selon Heidegger, bizarrement, et c'est l'ivresse de la forme. Donc ça, moi, je me dis après, il a pu croire le contraire. On a pu croire le contraire. Il n'a quasiment pas parlé de peinture, il est passé complètement à côté de son temps. De ce point de vue-là, apparemment, il a parlé un peu de Raphaël, et puis évidemment, il avait un rapport à la musique. Très étroit, Nietzsche. Et en l'occurrence, là, on a justement cette idée que, selon Nietzsche, Heidegger le cite, j'ai mis en ligne les citations, et bon, c'est quand même quelque chose qui m'a frappé, que la forme soit mise en avant comme ça, et que l'artiste, on voit tout en forme, mais par artiste, il entendait en fin de compte le peintre, puisqu'il considérait justement qu'on n'est plus capable aujourd'hui, alors c'était à la fin du XIXe siècle, parmi les artistes plutôt peintres, semble-t-il, de s'enivrer et de rester dans la forme, comme les vieux maîtres qui effectivement ne cherchaient qu'à se repaître les yeux, semble-t-il. Et donc ne cherchaient pas à exprimer autre chose, alors on dira transformer la forme en véhicule d'un sens, non, mais transformer la forme en sens. Transformer la forme en sens, c'est le geste littéraire de l'art contemporain. On parle de signe, moi je parle d'antésignifiant, parce qu'il faut une nouvelle sémiologie, évidemment. Alors, un homme comme Deleuze, il critiquait la sémiologie avec toute une conceptualité du signe. Il y a des parasignifiants qui m'ont intéressé pour lutter contre le signifiant lacanien. Mais en ce moment, si on parle de rapport plastique, il y aura certainement un antésignifiant, bien sûr. Il faut bien que la ligne soit repérée comme ligne, il faut bien que la couleur soit repérée au moins comme couleur avec un jaune précis, donc c'est un sens minimal. Soit un jaune et pas autre chose qu'un jaune, et ce jaune-là peut-être un nita. Donc il y a un accord entre les deux. Mais pour moi, c'est un antésignifiant, par exemple. On peut dire à quel point on peut creuser les notions de signes dans la logique sémiologique, avec des termes même de les parasignifiants sont utiles, parce que peut-être les signifiants errants sont utiles, mais il ne faut pas que ça navigue non plus dans le vaste monde, ça reste un peu dans l'œuvre d'art. De toute façon, personne ne sort du monde et personne ne sort de la vie et du sentiment. Mais quand on est dans l'art, on doit quand même faire comme si on sortait de tout cela, sinon il n'y a pas l'espace artistique. C'est ça la fiction de l'artiste, c'est faire comme si le monde était une œuvre d'art, et faire comme si l'œuvre d'art elle-même est coupée du monde, faire comme si l'art pour l'art existait. C'est la fiction suprême. Adorno, de ce point de vue-là, ne raisonne pas assez en artiste, il est trop politique, peut-être pas dans la grande politique de Nietzsche, même de certains marxistes qu'on a pu voir ailleurs, je ne sais pas, peut-être davantage chez Benjamin qui était plus artiste que lui, bien qu'il y ait une notion effectivement, qui est dans une critique, je l'ai donné en référence, la critique que Adorno fait justement de la théorie de l'œuvre d'art de Benjamin, à savoir la digne forme. Donc chose-forme, carrément, chose-forme, digne forme. Une force particulière en allemand, Ding, pas germanisme, on voit bien la résonance du Ding. Et quand même, si la forme peut être la chose sans être un objet, peut-être, je ne sais pas, bien que la notion soit très compliquée, parce que Martineau, il cherchait à repenser l'objet à travers Maleville, donc
toujours tout recycler en art. Mais si on est des artistes, si on veut penser une spécificité, là, il faut savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur des arts et quels sont les concepts qui sont les plus opérants, les plus justes chez les philosophes, ceux qui le seraient moins. Ils sont tous très littéraires, ces philosophes. Ils ont une vocation littéraire, je vais l'oublier. Ça m'a toujours très frappé d'ailleurs, Derrida et Deleuze par exemple. Alors, en l'occurrence, Adorno, non. Tu dis Benjamin plus artiste qu'Adorno, je vois pas à quel endroit. Adorno, ouais, bien sûr, mais ça pose la manière dont on lit les textes des artistes. De Adorno, moins artiste que Benjamin. Dans la langue. Dans la langue. Ça ne veut pas dire qu'il est plus proche de la peinture, hein. C'est pas dire qu'il est plus c'est pas pareil, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais connus, je ne les ai jamais vus, je ne connais pas. Son approche libre. La biographie d'Adorno. Il y avait quelque chose que je pensais que tu allais aborder. Ça, c'est une compréhension littéraire de l'artiste. La souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art doit avoir un rapport avec la souffrance? Mais quant à ce problème de la forme, c'est ça, il y a forme, style, il y a différentes choses qui sont effectivement, on avait essayé, et on avait essayé de les mettre en ordre.